Bienvenue virtuellement au Conseil d'État. Je vous remercie par avance si vous voulez bien couper vos micros pour qu'on puisse s'entendre. Et bien sûr, nous aurons un temps d'échange. Vous pourrez le réactiver si vous le souhaitez ou par chat. Alors, je m'appelle Cécile Vollerin, je suis secrétaire générale adjointe en charge du Conseil d'État. Donc, je vous renouvelle la bienvenue dans ce webinaire consacré à la procédure de recrutement des maîtres des requêtes en service extraordinaire. C'est une présentation qui est enregistrée, que vous pourrez retrouver sur notre site internet à l'issue de nos échanges. On va avoir déjà un temps de présentation à peu près d'une trentaine de minutes et ensuite on pourra répondre à toutes vos questions à l'oral dans le chat. Je suis accompagnée, je vais laisser la parole à mes collègues. Marianne Briex, je dirige le département des recrutements, de l'accompagnement des parcours à la DRH, le recrutement qui est en charge notamment de MRSE. Alexandre Lapierre, MRSE depuis environ 2 ans et demi au Conseil d'État. Alex Discours, MRSE depuis octobre 2022. Voilà, donc nous sommes tous les quatre avec vous cet après-midi pour pouvoir vous parler de ce recrutement, vous présenter les enjeux de ce recrutement, le calendrier, la procédure, et puis bien entendu laisser Alexandre et Alianor témoigner de leur expérience en tant que maître des requêtes en service extraordinaire au Conseil d'État. Donc c'est une procédure qui est en cours. Le recrutement, enfin en tout cas l'appel à candidature sera clôturé le 27 février. Je vous signale que cette année, nous n'aurons qu'une seule vague de recrutement, à la différence des années précédentes. Ce qui veut dire que si vous êtes intéressé pour cette année, c'est maintenant. La prise de fonction se fera au 1er juin. Sachant qu'il y a éventuellement des facilités s'il y a une difficulté de prise de poste à cette date-là, mais c'est l'horizon que nous nous fixons. Alors, qu'est-ce qu'un maître des requêtes en service extraordinaire au Conseil d'État? Si vous êtes là, c'est que vous avez quand même une petite idée, mais c'est toujours utile de le rappeler. Vous venez en détachement pour 4 ans au Conseil d'État. C'est une date qui est fixe, hein, qui est une garantie de votre indépendance. C'est un détachement donc, pour 4 ans qui vous permet d'exercer toutes les fonctions dévolues à un membre du Conseil d'État, un maître des requêtes en service extraordinaire. Il n'y a absolument aucune différence entre les membres en détachement pendant quelques années des membres intégrés dans le corps. Quelles sont ces fonctions au Conseil d'État? Ben, c'est bien sûr les deux fonctions prévues par la Constitution, celle de juge de l'administration d'une part, avec la section du contentieux, et de conseil au gouvernement, également au Parlement pour les propositions de loi. Ce sont les sections administratives qui ont cette charge. Il y a également 2 autres missions au Conseil d'État pour votre information, celle de gestion de la juridiction administrative et celle d'études et de prospection avec la section du rapport et des études, auxquelles ponctuellement les maîtres des requêtes en service ordinaire ou en service extraordinaire d'ailleurs peuvent participer. Donc, mes collègues, dans un instant, reviendront sur ce métier et leur quotidien au Conseil d'État. Mais peut-être dans un premier temps, je voulais, moi, en tant que représentante du secrétariat général, vous expliquer tout l'intérêt des missions pour vous et puis surtout aussi pour le Conseil d'État. C'est un recrutement qui est très ouvert. On recherche des profils tout à fait divers pour enrichir les compétences administratives du Conseil d'État. Le vice-président du Conseil d'État a l'habitude de dire que le Conseil, c'est la maison du service public, de tous les services publics, toutes les politiques publiques. Et c'est vrai que nous avons à connaître d'absolument toutes les dimensions de l'action administrative, au contentieux comme au consultatif, que ce soit la politique fiscale, de l'environnement, le numérique, l'urbanisme, évidemment, j'en oublie beaucoup, la santé, etc. Et donc, nous avons besoin, à l'intérieur de cette maison, de personnes qui sont expertes dans chacun de ces domaines pour pouvoir rendre des avis éclairés et indépendants au gouvernement dans les fonctions consultatives et des décisions en section contentieuse qui soient parfaitement justes. Nous avons besoin toujours de nouvelles compétences techniques et administratives pour enrichir celles des membres dans la maison.
voilà, c'est un recrutement qui est extrêmement ouvert. On recrute des magistrats judiciaires, des administrateurs de l'État dans tous les champs des politiques publiques, avec une expérience en administration centrale ou déconcentrée, également des administrateurs territoriaux. On est très, très ouvert sur les profils de personnes qui peuvent candidater chez nous. Et pour nous, ça représente évidemment cet apprentissage, cet enrichissement d'avoir des collègues experts qui ont une appétence pour le droit, ça c'est important de le dire, sans forcément être des experts absolus. La nécessité d'être passé par une direction des affaires juridiques, ce n'est pas une nécessité. Ça ne sera pas mal, évidemment, mais en tout cas, il n'y a pas d'impératif d'avoir une expertise approfondie dans le domaine du droit. Il faut une appétence pour ce sujet néanmoins, parce que mes collègues vous le diront dans un instant, on en fait quand même toute la journée. Euh, euh, de votre côté, en fait, pour les candidats qui sont retenus, je crois qu'un des intérêts les intérêts principaux de ce détachement, c'est vraiment l'apprentissage d'un véritable métier, d'acquérir une expertise juridique à la fois dans les fonctions contentieuses et bien entendu dans les fonctions consultatives. Et j'imagine que la plupart d'entre vous, en tout cas une partie d'entre vous, avait pu être commissaire du gouvernement, et c'est l'occasion d'être de l'autre côté pour toujours améliorer le travail en matière de production de textes et d'accompagnement du gouvernement dans ces productions légistiques. Ce qu'on attend des candidats, c'est évidemment, donc je l'ai dit, une expertise dans un champ de politique publique, une appétence pour le droit, une ouverture d'esprit très forte, parce que le Conseil d'État s'est fait aussi des échanges quotidiens avec les membres, la capacité à pouvoir prendre une décision de manière collégiale, donc une alternance entre un travail solitaire en chambre et un temps important, conséquent d'échanges formels ou informels avec les collègues du Conseil d'État. Donc ça, on a vraiment besoin de personnes qui ont cette envie de découvrir une autre culture administrative, une autre manière de fonctionner. Euh, J'insiste peut-être, et ce sera mon point final de cette présentation initiale avant de laisser la parole, sur le fait que les maîtres des requêtes en service extraordinaire, ils sont intégrés totalement au Conseil d'État. Ils ont la même rémunération, les mêmes fonctions qu'un membre ordinaire, même en termes d'avancement également, et y compris en termes de mission. D'abord en section du contentieux pendant 9 mois, puis en double affectation avec une section consultative et la possibilité d'avoir d'autres activités pour lesquelles les membres du Conseil d'État sont sollicités, des activités juridiques en particulier. Donc ça, c'est un point vraiment important. Et bien entendu, c'est un détachement, comme je l'ai dit, qui dure pendant 4 ans. La possibilité d'y mettre terme un peu plus tôt à la demande du membre s'il a une opportunité professionnelle qui se manifeste, mais aussi la possibilité d'être intégré par une procédure spécifique à l'issue pour quelques MRSE. Donc voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Je vais laisser la parole à mes collègues sur la vie au quotidien au Conseil d'État. Peut-être dans un premier temps, Alexandre Alianor, vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît. Donc, Alexandre Lapierre, dont MRSE depuis le 15 octobre 2021, donc un peu plus de 2 ans ici, rapporteur à la 8e chambre de la section du contentieux, chambre fiscale, qui traite aussi du domaine public, et rapporteur à la section des finances. Je viens de Bercy, j'étais à l'origine chef de bureau à la direction de la législation fiscale, donc le conseil a su m'orienter vers les bonnes chambres et sections pour continuer à me faire des choses que je savais faire, et aussi pour m'apprendre de nouvelles choses, de nouvelles matières, et surtout de la technique contentieuse, le contentieux, chose que j'avais vue de loin comme tout un chacun dans ses cours ou dans l'actualité, mais jamais de près. Je suis issu de l'ENA, dont je suis sorti il y a 7 ans, donc profil administratif tout à fait classique. Merci. Alietta. Aliane Andescourt. Donc moi, j'ai un parcours un peu atypique pour le conseil parce que j'ai une formation d'ingénieur. Donc j'ai fait l'école polytechnique et à la sortie, j'ai rejoint le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts.
Donc, j'ai débuté ma carrière au ministère de l'écologie, où j'ai occupé un premier poste au transport, puis un second poste à la prévention des risques. Et donc, ces deux postes au ministère m'ont permis de me familiariser avec le droit, que j'avais très très peu vu durant mon parcours académique. Et c'est parce que donc, tout ça m'a donné envie de poursuivre, d'acquérir une plus grande expertise. Et donc, j'ai rejoint le Conseil d'État et je suis maintenant à la 8e chambre du contentieux avec Alexandre depuis octobre 2022 et en section des travaux publics depuis quelques mois, où je peux mettre à profit cette compétence technique que j'ai notamment acquis au ministère de l'écologie. Est-ce que vous pourriez nous préciser un peu plus ce qui vous a motivé pour candidater aux fonctions de MRSE? Alors, ce qui m'a motivé, c'est ce qu'on fait au conseil. Ce qu'on fait au conseil, je l'avais découvert, je pense, comme un certain nombre des personnes qui sont sans doute de l'autre côté de l'écran, dans des fonctions de commissaire du gouvernement. Donc, j'avais vu l'activité consultative du Conseil d'État et c'était très intéressant de réfléchir sur des textes, sur finalement des politiques publiques, sur comment atteindre tel objectif tout en déployant les bons moyens, en respectant le droit autant que faire se peut. Et donc, cette activité intellectuelle de trouver la bonne méthode, la bonne écriture, de poser les choses de manière la plus rationnelle possible pour atteindre finalement un objectif politique dans le respect des grands principes, c'était quelque chose de très intéressant. Et puis, l'aspect contentieux, parce que ce qu'on fait nulle part ailleurs finalement qu'au Conseil d'État, je mets de côté évidemment la juridiction administrative dans son ensemble, c'est le contentieux qu'on a à connaître dans l'administration tout le temps, puisque l'administration, évidemment, a connaître du contentieux administratif, mais technique contentieuse que l'on apprend nulle part ailleurs, je crois qu'ici, et non seulement la technique contentieuse, mais également la rigueur du raisonnement juridique, qui est vraiment dans toute son épure au contentieux, me semble-t-il, et qu'on peut utiliser du coup dans son activité consultative. Et demain, lorsque je reviendrai en toute probabilité dans l'administration, dans mes futures fonctions dans l'administration. Et ça, cette excellence juridique, non seulement technique, mais dans la clarté du raisonnement, la manière de poser un raisonnement logique de A à Z, d'en mesurer toutes les implications, de décider aussi, parce qu'au contentieux, on apprend, c'est curieux, mais on apprend peut-être plus à décider que dans beaucoup d'endroits dans l'administration. Quand vous écrivez un rapport, vous pouvez faire des préconisations. Au contentieux, à la fin, vous devez proposer, y compris comme rapporteur, vous proposez, vous rédigez un projet, vous proposez une solution qui sera suivie ou pas. Mais en tout cas, vous devez trancher, proposer de trancher dans tel et tel sens, et vous votez à la fin, puisque c'est votre projet jusqu'à la fin qui sera présenté à la formation de jugement, et vous serez partie prenante de la formation de jugement. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on oublie peut-être un peu, mais c'est aussi une manière de triturer un problème et de dégager une solution et de trouver quelque chose. Donc c'est ça qui m'avait donné envie, parce que je connaissais aussi des personnes au Conseil d'État, parce que j'avais vu l'activité de certains rapporteurs en section consultative, et c'est vraiment une magnifique école de la rigueur et de l'imagination, trouver des solutions dans des cas parfois un peu complexes où il faut trouver une solution et elle n'est pas évidente. Et pour toi, Yana? Oui, alors comme Alexandre, j'ai connu le Conseil d'État de par mes fonctions de chef de bureau au ministère, où donc j'ai pu travailler avec le Conseil d'État en tant que commissaire du gouvernement sur des projets de textes que l'on soutenait. Effectivement, bah, c'est tout le travail qu'a décrit Alexandre, hein, qui m'a vraiment donné envie de rejoindre le conseil. Donc j'avais envie d'une part d'approfondir donc ces compétences juridiques que j'avais commencé à acquérir au ministère. J'avais aussi envie de prendre un peu de la hauteur et d'avoir une vue un peu plus globale sur l'action publique. Parce que quand on est chef de bureau, on va vraiment être très focalisé sur un sujet et on manque parfois de hauteur de vue. Donc c'est cette hauteur de vue que j'avais envie qui m'intéressait au Conseil d'État. Et j'étais très curieuse par l'aspect contentieux qu'on connaît finalement assez mal de l'extérieur, à part ses retentissements médiatiques. Et donc, voilà, j'étais très curieuse de voir comment se construisait une décision du Conseil d'État. Et alors, est-ce que vous pouvez nous préciser aux personnes qui nous écoutent et nous regardent cet après-midi ce que vous faites au quotidien? Si vous avez une journée type peut-être du rapporteur. Je commence. Vas-y. Donc, rapporteur au contentieux, c'est se voir attribuer des affaires. Donc, on a un stock d'affaires qu'on va gérer. Alors, ce qui est super intéressant, c'est qu'on peut gérer vraiment
On s'organise comme on veut dans une journée, dans un trimestre. On a un unique objectif trimestriel. Ensuite, toutes les semaines, on a des séances d'instruction pour discuter à l'intérieur de la chambre des différentes affaires du moment et une audience de jugement environ une fois par mois. Mais en dehors de ces contraintes, on est vraiment très, très libre de l'organisation. Et donc, une affaire, ça va être un mémoire d'un requérant qu'on va analyser moyen par moyen. On va proposer une solution et on va rédiger un projet de décision qui correspond à cette solution. Donc, finalement, on va vraiment produire quelque chose et c'est aussi ça qui m'intéressait. À la fin, on a un produit fini qui est un projet de décision et une note explicative. Ensuite, on a un réviseur qui va reprendre un peu tout le travail qui a été fait, qui va l'enrichir. Et ensuite, on a donc cette fameuse séance d'instruction où on va en discuter tous ensemble dans la chambre pour arrêter la position de la chambre. Et enfin, tout ce travail est présenté, enfin, sera ensuite concrétisé lors de l'audience, lors de la séance de jugement. Au consultatif, c'est assez similaire. Donc, on nous affecte des textes du gouvernement. Donc là, ça va dépendre, on n'a pas d'objectif trimestriel, ça va dépendre de l'actualité de nos ministères. Donc en l'occurrence, la section des travaux publics travaille essentiellement avec le ministère de la Transition écologique. Et donc pareil, notre produit fini, c'est le projet de texte qui nous a été soumis par le gouvernement, mais qui va être revu et amélioré, accompagné d'un rapport expliquant voilà, le contenu du texte, les améliorations apportées, etc. Et donc là, on n'a pas de moyens qui sont posés, on n'a pas de questions qui sont posées, c'est à nous de nous poser des questions. Donc on va s'intéresser à l'opportunité juridique du texte, l'opportunité administrative, l'intelligibilité de la règle de droit. Est-ce que en lisant le texte, on pourra bien comprendre ce qui est l'intention du gouvernement? Vérifier évidemment qu'on n'est pas en contradiction avec des normes supérieures ou des normes équivalentes. Et voilà, et donc ça, c'est tout le travail du rapporteur, en partenariat, en collaboration avec les commissaires du gouvernement. Donc, on a minimum une réunion de travail et ensuite de nombreux échanges téléphoniques en général. Donc, on arrive en général, si tout va bien, un projet commun, amélioré par le travail du rapporteur. Et ensuite, ce travail est présenté lors d'une séance de section où les commissaires du gouvernement sont présents et normalement auxquels vous avez sans doute déjà assisté. Et on aboutit au texte finalisé. Est-ce que tu veux d'autres aspects de la journée du rapporteur qui a été oublié? Non, je ne serais pas du tout plus complet qu'Aliana. Peut-être deux remarques du coup, et d'autant plus en l'écoutant. Vous avez sans doute l'impression que c'est un métier très solitaire. Parce que, oui, on prend un dossier, on en est le responsable de A à Z et on est souvent derrière notre double écran à se poser des questions et à saturer tout ça. Mais c'est pas faux, c'est même vrai. Mais on en parle aussi à nos voisins de bureau qui sont pas forcément dans la même chambre ou dans la même section. Et donc, voilà, c'est aussi une occasion d'échange, de devoir expliquer quelque chose simplement à notre voisin de bureau pour poser une question un peu générale. Bon, il y a beaucoup de collégialité dans les salles de travail. Ce sont de grandes salles de travail où on est tous un peu mélangés. On échange aussi avec nos collègues de chambre, de section sur certains dossiers autour de la machine à café. En tout cas, ça m'arrive aussi souvent et c'est aussi comme ça qu'on arrive à avancer. Il y a toutes les collégialités des séances d'instruction, de jugement, de section, etc. Le dialogue avec le réviseur en section administrative. Bref, c'est un travail, oui, foncièrement beaucoup plus solitaire dans l'administration. Il n'y a pas d'équipe, on est seul de ce point de vue-là, mais c'est un travail collégial. Et la deuxième chose, et c'est à la fois un vrai challenge quand on vient à l'administration, qu'on a eu des équipes qui nous produisaient quelque chose, qu'on avait peut-être à réviser, à compléter, à challenger, mais on avait quand même un projet. Là, non, on part d'une feuille blanche. Et j'allais dire, dans la maison, tout le monde part d'une feuille blanche, parce que le rapporteur va partir d'une feuille blanche, le réviseur aussi. Et j'allais dire, même le président de la formation de jugement, souvent, il va reconstruire le raisonnement de zéro dans son coin pour voir si tout ça tourne bien. Et c'est un peu une maison de la vérité des prix. Non, on ne peut pas s'appuyer sur d'autres personnes quand on se tourne à droite ou à gauche. De ce point de vue-là, on est seul, on peut discuter avec des collègues, mais on ne peut pas pressurer des collaborateurs ici. Et c'est une grande qualité enfin, une grande école d'humilité et d'apprentissage.
Peut-être justement sur ce point, est-ce que tu as commencé à parler des salles de travail? Est-ce que vous pourriez peut-être témoigner de l'atmosphère au quotidien? Comment est-ce que vous ressentez ça? Et puis notamment au moment de votre arrivée, comment ça s'est passé pour vous et ce qui vous a surpris, ce que vous avez apprécié, peut-être moins? Oui, alors donc effectivement, on est dans des salles de travail et c'est vraiment très précieux parce que, bon, comme l'a dit Alexandre, on est tout seul sur nos dossiers et donc heureusement qu'on a ces salles de travail pour voir des gens, pour échanger, pour confronter ses points de vue. Parfois, on est complètement bloqué sur un dossier et en discutant 30 secondes avec un collègue, mais en fait, on va trouver une solution qu'on n'avait pas imaginée. Donc ça, c'est vraiment très précieux. Et en arrivant, justement, on est tout de suite intégré, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti, on est tout de suite intégré à un collectif. Donc, il y a un parcours de formation qui est mis en place, dans lequel il y a un parcours de formation qui est mis en place qui associe à la fois des auditeurs qui viennent d'arriver, des maîtres des requêtes, des conseillers d'État, enfin, des gens qui ont des profils très divers, des parcours très variés, des niveaux d'expérience de zéro à une très longue carrière très brillante dans l'administration. Donc c'est aussi, on va s'enrichir énormément au contact des autres. Voilà, sur les surprises, peut-être ce qu'on m'avait dit, mais qui m'a quand même surpris en arrivant, c'est qu'on ne reçoit aucun mail. Ça, quand on vient d'administration, c'est assez plaisant. Et l'autre surprise, c'est la gestion du temps et des vacances aussi. Donc, on s'organise vraiment comme on veut et à tel point qu'on ne pose pas de vacances. C'est une petite particularité. Mais on part quand même en vacances. On peut quand même partir en vacances, tout à fait. Peut-être un petit mot plus précisément sur la manière dont on est accompagné au début. Sur la formation, le mentorat, peut-être c'est un point, Alexandre, si tu peux compléter. Oui, alors effectivement, Aliénor a commencé à le dire, on a des formations quand on arrive au contentieux et au Conseil d'État. On a toute une série de formations dispensées par des rapporteurs publics, des présidents de chambre ou autres, sur le métier du rapporteur, écrire une décision, chercher dans les bases de données, ce qui est tout un métier qu'on apprend aussi au Conseil d'État, etc., etc. Donc vous êtes formé avec déjà cette collégialité qui commence à se créer parce on vient tous d'univers très différents, mais on va faire le même métier, on est tous autour de la table avec parfois 20 ans d'écart, de l'expérience qui n'ont évidemment rien à voir, mais on est tous là autour d'un métier commun. Donc il y a cette formation-là, formation qu'on retrouve sous de modalités évidemment quand on arrive en section administrative, en activité consultative. On a 2 nouvelles formations en logistique, par exemple, pour apprendre également ce métier qui a des points communs, mais qui est aussi un métier à part, différent du métier que l'on fait au contentieux et avec lequel d'ailleurs il faut un peu jongler au quotidien. Et par ailleurs, on a aussi bien en consultatif qu'au contentieux, on a un mentor, on a un système de mentorat. On a en général un rapporteur arrivé 2, 3, 4 ans avant nous, donc qui est beaucoup plus expérimenté que nous, mais qui est suffisamment, j'allais dire, jeune et nous dans la fonction pour savoir ce que de jeunes arrivants ont besoin de savoir. Donc, c'est quelqu'un qu'on va pouvoir solliciter jour et nuit pour poser des questions, qui va relire les premiers projets, les premières notes, qui va nous challenger un peu et qui va nous mettre le pied à l'étrier. Et puis, c'est aussi une personne qui, humainement parlant, va nous faire un peu découvrir le conseil, rencontrer des personnes, etc. Et briser la glace quand on arrive. Donc voilà, ça c'est très précieux comme 2 dispositifs très individualisés et puis des formations plus générales mais indispensables pour prendre le poste. Puis j'ajouterais aussi qu'on assiste à toutes les séances de jugement pendant les 6 premiers mois, voire la première année, donc qui permet de mieux comprendre comment ça se passe et ce qui est attendu de nous. Oui, ainsi qu'au délibéré des sections et des assemblées qui permettent de saisir la manière dont se fabrique une décision, y compris dans les formations supérieures. Peut-être est-ce que vous pourriez donner l'exemple d'une affaire ou d'un texte que vous avez rapporté et qui vous semble emblématique ou particulièrement intéressant? Alors, pour moi, et parce qu'elle a eu un certain école médiatique, du coup, ça va peut-être vous parler. J'ai co-rapporté l'avis du Conseil d'État sur les autoroutes, sur la possibilité de créer une contribution frappant les sociétés concessionnaires d'autoroutes. Donc, c'est un avis. Donc,
activité consultative, là pour le coup, de la section des finances, qui est allée qui a été délibérée par l'Assemblée générale du Conseil d'État à la fin, qui a fini par être publique, qui a été publiée en septembre dernier. Euh, Avis qui posait des questions assez complexes juridiquement. On était deux. Donc, ce qui prouve, soit en passant, qu'on travaille parfois aussi de manière en équipe au Conseil d'État, même si ça n'est pas la règle générale, mais en consultatif, parfois on est deux, trois, quatre sur des textes importants, ce qui n'est pas inutile aussi pour réfléchir ensemble sur des gros dossiers. Là, on était deux et c'était extrêmement plaisant de réfléchir à deux avec des expériences très différentes, des champs de compétences très différents, pendant peut-être 2 mois sur des questions assez compliquées et sensibles. Et c'était d'autant plus agréable que cet avis a permis au gouvernement de créer cette fameuse taxe dans les contraintes qu'on avait définies, dégagées lors de la rédaction de l'avis, taxe que j'ai eu à rapporter lors de l'examen du projet de loi de finances quelques mois plus tard en section des finances. Donc j'ai vu un peu l'alpha et l'oméga de ce projet et c'était très agréable de travailler au sein de la section des finances en lien proche avec l'administration et c'était très révélateur de notre activité consultative. C'est une activité où on essaye, j'allais dire, on est au service du gouvernement, évidemment, en toute indépendance et en rappelant les grands principes, etc., etc. Mais le but, c'est de faire en sorte que les choses adviennent et que le gouvernement puisse mener à bien la politique qu'il entend mener. Et là, c'était une bonne illustration avec un résultat concret, alors, autant que faire se peut dans l'aspect concret des choses, à la fin. Alors, la particularité du contentieux fiscal, c'est que ce n'est pas le contentieux le plus médiatisé et le plus facile à expliquer Alors, la au section grand des public. travaux publics. J'ai pas fait assez de texte encore. Mais non, j'ai pris une décision assez rigolote sur le nombre de cartouches qu'on peut importer depuis l'Union européenne. Donc en fait, depuis toujours, l'Union européenne dit qu'il faut importer un maximum de... On a le droit d'importer un maximum de 4 cartouches de cigarettes. Et au moment du Covid, la France avait limité ce seuil à 2 cartouches de cigarettes. En faisant valoir des arguments de santé publique et puis pour éviter les mouvements à la frontière. Sauf que la France est toujours restée sur cette position de 2 cartouches de cigarettes, donc en contradiction manifeste avec le droit de l'Union européenne. Et donc, c'est un jeune étudiant de Sciences Po qui a fait un recours en excès de pouvoir contre cette décision du gouvernement français de ne pas modifier ces seuils qui étaient pourtant manifestement contraires au droit de l'Union européenne. Et donc voilà, il a eu gain de cause et on a donc enjoint au gouvernement de revoir ses seuils pour se conformer au droit de l'Union européenne, malgré des considérations de santé publique qu'on n'a pas forcément pu prendre en compte. Merci beaucoup pour ces exemples intéressants qui vous montrent la variété un peu des sujets auxquels on est amené à se confronter quand on est un rapporteur. Alors, peut-être sur la dimension un peu plus utilitaire de cet échange, est-ce que vous auriez des conseils à donner aux candidats? Qu'est-ce qui fait un bon rapporteur au Conseil d'État de votre point de vue? Comment est-ce que vous êtes préparé à l'oral? Et même si je reviendrai dessus, la procédure a évolue cette année. Voilà, est-ce que vous auriez quelques conseils à donner? Euh, Alors, réfléchissez bien à pourquoi vous voulez candidater. Déjà, ne venez pas pour les mauvaises raisons, le prestige de cette maison, même si c'est ou le côté très agréable du Palais Royal, ce qui n'est pas négligeable non plus au quotidien. Venez-y pour les bonnes raisons, pour apprendre quelque chose, apprendre un métier, apprendre le contentieux administratif, apprendre la rigueur que cela donne, apprendre découvrir un champ du droit et un champ de compétences nouveau, s'armer pour mieux repartir dans l'administration demain avec cette compétence avec vous qui est toujours utile. Je ne connais pas d'endroit dans l'administration où on ne fait pas un jour ou l'autre du droit. C'est comme une des modalités d'action publique les plus importantes. On fait du budgétaire, un peu de RH et on fait beaucoup de droit dans l'administration. Et donc, ça vous sera toujours utile partout. Venez pour ça, pour acquérir une compétence dans la matière et dans la manière de réfléchir. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une excellente école de la rigueur et de se poser les bonnes questions. Quand vous êtes en section administrative, parfois vous avez un texte, mais vous ne savez pas vraiment
quel est l'objectif recherché par le gouvernement. Et il faut faire accoucher le gouvernement sur, en fait, l'objectif, c'est ça. Et peut-être que du coup, c'est pas ce texte qu'il faut écrire, mais un texte un peu différent qui prend le problème différemment, etc., etc. Donc, c'est aussi une école de la réflexion de l'action publique. Donc, ça c'est extrêmement. Donc, venez pour ces raisons-là plutôt que pour le prestige ou quoi que ce soit. Pareil pour l'intégration que tu évoquais tout à l'heure, ce qui est une vraie perspective et une vraie modalité de recrutement pour le Conseil d'État, mais ne venez pas aussi dans la seule perspective de l'intégration, parce que de fait, tout le monde ne l'est pas, venez pour faire aussi une mobilité qui en soi vous intéresse et vous motivera. Alors, et les qualités qu'il faut ou les défauts qu'il ne faut pas, je ne sais pas pour venir au Conseil, euh, c'est un métier qui reste assez solitaire. Donc moi, je ne conseillerais pas à quelqu'un qui a besoin d'échanges toute la journée, de travailler forcément tout le temps en équipe, de venir ici. Il faut savoir aimer se plonger dans un dossier compliqué et en tirer tous les fils et réfléchir seul. C'est important, même si c'est collégial, il y a forcément cette étape-là un moment ou un autre. Donc savoir travailler en solitaire sur des problèmes un peu compliqués, aimer ça, aimer dépioter des choses un peu emmêlées. Ça me paraît être une qualité indispensable. Et puis, les qualités de savoir aussi synthétiser à la fin, une fois qu'on a tout épiauté, synthétiser pour proposer quelque chose. Et ça, c'est une des qualités fondamentales. Il ne faut pas seulement avoir une dimension très analytique pour faire 40 pages de notes où tout y est. Il faut savoir synthétiser à un moment dans un projet de décision et en disant, bah voilà, in fine, je pense que il faut adopter telle et telle position pour telle et telle raison. Et je crois que cet aspect décisif, enfin décisionnel à la fin et synthétique est assez nécessaire. Donc, c'est quelques conseils. Et la préparation de l'entretien, j'allais dire, on sait que vous êtes intéressé par le Conseil d'État, donc je crois que l'actualité du Conseil d'État, notamment les décisions contentieuses qui ont pu faire la une de la presse, je crois qu'il faut que vous les connaissiez et que vous puissiez en dire des choses utiles, et pas seulement la une du monde sur telle ou telle décision. Montrez votre véritable intérêt et ça, d'ailleurs, dans cet exercice, vous verrez si vous avez un véritable intérêt pour cette matière ou pas. Donc préparez en réfléchissant à ce que vous voulez faire, à ce que vous aimez et en quoi le Conseil d'État peut être utile et pertinent à ce stade de votre carrière. Merci. Oui, bah, j'ai pas énormément de choses à rajouter, mais effectivement, moi, les deux questions que je m'étais posées, c'est pourquoi je veux y aller, qu'est-ce que je vais pouvoir apporter. J'ai vraiment pris beaucoup de temps pour réfléchir sur mes motivations, sur la cohérence de mon parcours. Et je m'étais aussi énormément renseignée sur l'émission du Conseil d'État, l'évolution au cours de l'histoire. J'avais lu les bilans d'activité, les récentes décisions qui ont été prises, et au-delà juste de la lecture, bien comprendre comment on arrive à une telle décision. Donc pour ça, les conclusions des rapporteurs publics peuvent être très utiles. Je m'étais aussi renseignée évidemment sur l'actualité juridictionnelle en lien avec mon ministère. Voilà, donc essayer d'avoir tous ces éléments en tête et d'être capable de les synthétiser assez rapidement en vue de l'oral. Merci beaucoup. Je précise justement, puisqu'on parle un petit peu de la procédure, que, donc, comme je vous l'ai dit, il y aura une seule vague de recrutement pour 6 postes, avec une prise de fonction au 1er juin. Et nous faisons évoluer la procédure de recrutement pour pouvoir auditionner davantage de candidats que ce que nous faisions jusqu'à présent, avec une première phase d'entretien au niveau du secrétariat général, avec moi-même et le directeur des ressources humaines. Et ensuite, pour les candidats qui ont été présélectionnés, donc, pardon, une première présélection sur dossier. Pour les candidats présélectionnés, un entretien au niveau du secrétariat général. Et pour ceux qui auraient été présélectionnés à ce stade, un entretien avec le vice-président et une commission chargée de l'assister dans la décision. Donc, le vice-président du Conseil d'État, c'est une marque aussi importante du Conseil d'État que ce recrutement est important pour son bon fonctionnement. Donc, c'est un entretien désormais avec le vice-président. Et pour vous donner les calendriers, le premier entretien pour ceux qui seront présélectionnés sera la semaine du 4 et la semaine du 11 mars. Et l'entretien pour le deuxième round avec le vice-président sera le 20 mars.
Voilà ce que je peux vous dire, mais foncièrement, le contenu de ces entretiens reste le même. C'est un entretien, comme il vous a été dit, de motivation, euh, de personnalité, de motivation, et puis aussi pour tester un peu vos connaissances sur le Conseil d'État et vos compétences pour vous intégrer. J'ajouterai aussi peut-être aux qualités qui ont été présentées à l'instant, la nécessité de savoir euh, travailler en collégialité, c'est-à-dire apprendre à dialoguer, savoir écouter les autres, savoir présenter un argumentaire avec conviction, savoir aussi écouter les critiques, les commentaires, les pistes d'amélioration, parce qu'on se rend compte que la décision, elle se prend toujours de manière collective au sein du Conseil d'État, et c'est par cet échange nourri, constructif, qu'on arrive à faire émerger une décision qui est toujours mieux que celle à laquelle on avait pensé au début tout seul. Même si, in fine, la formation de jugement va dans notre sens, on se rend compte que les discussions ont vraiment amélioré le produit initial. Et ça, c'est vraiment un élément clé et nécessaire d'avoir ces qualités humaines, on va dire basiques, essentielles, dans tout environnement professionnel, bien entendu, mais qui se ressent particulièrement dans le produit fini ici au Conseil d'État. Voilà, ces qualités humaines-là sont aussi très, très appréciées et scrutées au moment de l'oral. Peut-être il est temps qu'on passe aux questions. J'ai vu qu'il y avait déjà une première question sur les conditions statutaires pour le niveau requis, notamment pour candidater. Le fait que Aliénor et Alexandre étaient tous les deux chefs de bureau, c'est pas du tout nécessairement représentatif, hein. On est très ouvert, comme je vous le disais, sur le profil. Cependant, là, la personne qui nous pose une question, en fait, on recrute avec un niveau d'administrateur de l'État ou équivalent, administrateur territorial, par exemple, magistrat judiciaire ou corps technique, ingénieur des ponts, des mines, IPEF. Mais voilà, c'est le niveau de l'administratorat ou équivalent qui est requis, sachant que nous recrutons aussi des contractuels, donc des personnes qui ne sont pas agents publics, mais qui ont, par les qualités et le parcours professionnel, voilà, des services à faire valoir auprès du Conseil d'État. Si vous voulez le détail du texte, c'est le L 133-9 du Code de justice administrative. Oui, oui, comme je disais, il n'y a pas, il n'y a pas de nécessité d'avoir été chef de bureau. Vous pouvez avoir eu d'autres parcours en territorial. Vous pouvez être aussi directeur d'hôpital. Enfin voilà, il y a beaucoup d'autres possibilités. Ce qui est important quand même, c'est que euh, ce que je voulais dire, oui, c'est qu'on recrute à peu près avec une ancienneté à partir de plus 4 en qualité d'administrateur de l'État ou équivalent, entre plus 4 et plus 8, parce que, vous le savez peut-être, mais la réforme de la haute fonction publique a modifié les modalités de recrutement et d'intégration au sein du Conseil d'État. Les auditeurs qui étaient traditionnellement recrutés en pied de corps, en sortie d'école, le sont désormais à partir de euh, 2 ans d'expérience professionnelle en qualité d'administrateur de l'État ou équivalent jusqu'à plus 4. Ensuite, on est sur les recrutements des maîtres des requêtes en service extraordinaire, voie classique, donc celle à laquelle nous sommes, voilà, la procédure dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Il y a désormais une autre voie de recrutement pour les maîtres des requêtes en service extraordinaire qui vient s'ajouter à cette voie traditionnelle qui est la voie action publique, qui est un concours qui est piloté par l'INSP et parallèle en commun pardon, avec la Cour des comptes et qui est là plutôt pour des profils un peu plus seniors de niveau sous-directeur, sous-directorable à plus 8, plus 12 à peu près d'ancienneté, sachant que vous pouvez néanmoins candidater à l'une des voies ou à l'autre. Il n'y a pas de, en tout cas, il y a rien qui empêche de candidater sur ces différentes voies si vous êtes à cheval en termes d'ancienneté de parcours. Alors, je regarde les autres questions. Merci.
Alors, est-ce que c'est compatible avec une vie en province? Euh, Théoriquement, oui, parce que, comme mes collègues le disaient, vous avez beaucoup de manières de travailler, vous êtes très libre de vous organiser. Néanmoins, c'est quand même pas quelque chose que je recommanderais, notamment dans les premiers mois, où il est quand même important d'être présent au Conseil d'État. Le fait de travailler dans ces grandes salles de travail, comme il était présenté il y a un instant, enrichit considérablement l'intérêt du métier et la qualité du travail. Et donc, en tout cas, les possibilités de faire beaucoup de télétravail, c'est offert, mais on le recommande plutôt à des rapporteurs expérimentés. Merci. La longueur des entretiens oraux. Ah, oui, tout à fait. Une présentation initiale est attendue. En effet, c'est bien sur le modèle des entretiens des oraux de jury de recrutement d'avoir préparé une présentation individuelle de 5 minutes environ, avec votre parcours, votre motivation, qui nous donne voilà, une manière d'entrer dans l'entretien. Et la longueur des entretiens, c'est environ une trentaine de minutes. Sur le niveau de rémunération, alors on a les grilles indiciaires sont alignées sur ceux des administrateurs de l'État. Donc pour les maîtres de requête, c'est le deuxième groupe. Et il y a un niveau indemnitaire qui est selon la performance et donc le nombre de dossiers rendus qui va croissant lors de la première année. Est-ce que les profils du privé sont intéressants pour le Conseil d'État? Alors oui, des professions libérales comme les avocats. Oui, effectivement, il nous arrive de recruter, comme je vous le disais maintenant, le recrutement des maîtres des requêtes en service extraordinaire est ouvert aux contractuels. Évidemment, un profil d'avocat qui connaît parfaitement le droit public est tout à fait voilà, un type de profil qui peut nous intéresser. L'idée, c'est d'avoir quand même des profils assez variés, donc on ne va pas recruter 5 avocats sur 6, mais un de ces postes pourrait tout à fait être occupé par un avocat. Et je crois avoir vu rapidement dans la question que n'étaient pas systématiquement formalisés les entretiens annuels. Bien sûr, si cela n'existe pas, on ne vous demandera pas de le fournir. Si un niveau équivalent administrateur. Oui, ça peut être tout à fait pris en compte. L'idée, c'est qu'à l'heure actuelle, vous ayez le statut qui vous permet de candidater et d'être détaché donc, en tant que maître des requêtes en service extraordinaire. Après, c'est une question d'appréciation du parcours. Si le niveau de responsabilité que vous occupez, on peut estimer qu'il faudrait que vous ayez peut-être un deuxième poste de ce même niveau de responsabilité pour faire une candidature sérieuse, ou alors vous avez au cours de votre vie professionnelle antérieure eu suffisamment de responsabilités et acquis des compétences qui nous intéressent particulièrement. Donc c'est pas sur une question de recevabilité, ça sera plutôt sur une question d'appréciation de la candidature au regard des autres candidats. Le fait d'avoir une expérience très micro et managériale et assez peu d'études approfondies de dossier constitue-t-il un inconvénient en comparaison d'autres candidats issus de l'administration centrale? Alors, sauf erreur de ma part, je crois que quand on est chef de bureau en administration centrale, on a assez peu de temps pour se concentrer à la rédaction de rapports, mais voilà, absolument pas. Donc, je rassure cette personne pour dire que vous aviez déjà une expérience principalement une expérience managériale, pilotage de projet, mise en œuvre de politiques publiques, mais que voilà, vous n'étiez pas magistrat auparavant. Ceci dit, il n'y a pas d'a contrario dans ce que je dis parce que vous pouvez vous pouvez être magistrat judiciaire. Si parmi vous il y a des magistrats judiciaires, on en recrute et on a besoin de ces profils-là également très régulièrement. Pour les profils de magistrats judiciaires, ce qui nous importe, c'est qu'il y ait eu au moins une expérience en administration centrale. Parce que voilà, ça nous semble un élément nécessaire pour ce type de candidature, mais en tout cas, on est très attentif à ces profils parce on a besoin de compétences en droit civil, en droit pénal, en droit des affaires notamment.
Voilà, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. On a besoin de. Il y avait une question sur l'intérêt des profils qui ont des expériences managériales. Euh, En fait, nous, ce qui nous importe, c'est que vous ayez eu à connaître de très près une politique publique, que vous ayez vu comment on la concevait, on la mettait en œuvre, alors que vous ayez pu encadrer une équipe de 5, 10 ou 200 personnes. Évidemment, vous aurez développé des compétences interpersonnelles qui nous seront précieuses et qui vous permettront ensuite, par la suite de votre carrière, à avoir des opportunités encore plus intéressante à l'issue de votre parcours au Conseil d'État, et ça nous importe aussi. Mais l'idée vraiment, c'est que vous ayez eu cette connaissance intime d'une politique publique. Je précise aussi qu'on est très attentif à la suite de la carrière des maîtres des requêtes en service extraordinaire, qu'ils soient intégrés dans le corps ou bien qu'ils retournent dans leur administration d'origine ou dans une autre administration. L'idée, c'est que ces 4 ans au Conseil d'État, ce soit vraiment un tremplin pour eux et la possibilité d'embrasser des postes ou une évolution de carrière qui leur correspondent. Donc, on a une mission d'appui au parcours professionnel ici au sein du Conseil d'État qui est à leur disposition pour les accompagner au moment où ils vont chercher un poste à l'issue du détachement. Et on est très attentif à ce que l'expérience ici au Conseil soit valorisée ensuite dans le retour en administration. Alors, c'est une question autour de 4 ans d'ancienneté, savoir s'il faut privilégier la candidature en tant qu'auditeur ou en tant que maître des requêtes en service extraordinaire, où les profils recherchés sont-ils assez similaires? C'est une bonne question, c'est une des difficultés de la réforme de la haute fonction publique d'arriver à bien saisir les profils. Il faut le dire de manière assez honnête, c'est vrai que les profils peuvent être assez proches entre un auditeur qui a une expérience confirmée, qui par exemple sur son deuxième poste, donc au bout de 4 ans d'ancienneté, un candidat pour l'auditorat, et un jeune maître des requêtes en service extraordinaire, non pas en âge, mais en expérience professionnelle. Donc les deux peuvent vraiment s'entendre. Comment dire, c'est pas parce que vous avez candidaté à l'auditorat que vous ne serez pas reçu euh, pour les maîtres de requête en service extraordinaire et vice-versa. Euh, euh, voilà, c'est vraiment des choses qui s'entendent. L'ouverture de la campagne pour l'auditorat, ce sera en février, février-mars. Donc voilà, vous avez la possibilité de candidater aux deux. Et si vous êtes partenu en tant que maître des requêtes en service extraordinaire, ça ne veut pas dire que vous serez partenu en tant qu'auditeur. Pour les auditeurs, on va chercher encore davantage que pour les maîtres des requêtes en service extraordinaire un potentiel, parce qu'on a bien conscience qu'au début de la carrière, il y a encore beaucoup de choses à réaliser et euh, un vrai souhait d'intégrer le corps et donc de se projeter dans une carrière à long terme au sein du Conseil d'État. Alors, nous avons effectivement évoqué la voie action publique pour les profils un peu plus seniors, autour de 8 ans et plus, ayant occupé, oui, notamment un emploi fonctionnel. Pouvez-vous nous en dire davantage? Alors, pardon, la question s'est coupée. Les profils sont-ils similaires? Euh, Davantage sur le calendrier. Alors, et les modalités, le nombre de postes et modalités de recrutement. Alors, ce que je peux vous dire, c'est pour le calendrier de l'année 2024, c'est en train de s'achever là. Donc, le recrutement a commencé fin d'année, en novembre 2023, 2 postes étaient ouverts. Donc, ce que je vous disais, c'est que c'est un recrutement qui est piloté par l'INSP avec un jury qui était présidé par une préfète. Il y avait un membre du Conseil d'État, un membre de la Cour des comptes et 2 personnalités qualifiées. C'est un entretien donc, qui ressemble encore davantage un concours que ce que nous, on peut faire ici pour les maîtres des requêtes en service extraordinaire. Donc voilà, 2 postes qui étaient ouverts et la spécificité de ce recrutement action publique, c'est que la possibilité d'intégration se fait au bout de 18 mois et non pas 4 ans. Donc c'est une logique d'accélérateur puisque
puisque la personne est à un stade un peu plus avancé de sa carrière. Et je confirme à la personne qui est arrivée en retard que la conférence sera bien, est enregistrée et sera disponible sur le site du Conseil d'État. Pour la personne qui est contractuelle, je recommanderais. Je ne suis- Là, j'ai un doute. Plutôt, oui, peut-être la voie action publique, sous réserve qu'elle soit bien ouverte aux contractuels. Euh, j'ai un petit doute pour vous répondre immédiatement, notamment sur l'ouverture aux contractuels de la voie action publique. Mais en tout cas, votre profil peut nous intéresser aussi sur la voie mettre des requêtes en service extraordinaire. Quand j'ai mis entre +4 et +8, il y a, comment dire, vous pouvez être aussi plus expérimenté. La seule limite haute qu'on se fixe, c'est de se dire que, et qui se poserait vraiment au stade de l'intégration, c'est de savoir si il vous reste suffisamment de temps dans votre carrière pour dérouler une carrière intéressante au Conseil d'État qui se compose de 12 ans de maîtrise des requêtes pour ensuite passer conseiller d'État. Donc cette question-là se poserait au stade de l'intégration. Mais ça ne vous empêche pas de candidater comme maître des requêtes en service extraordinaire si votre souhait, c'est vraiment un détachement de 4 ans. Oui, c'est... Oui. Il nous reste encore quelques minutes pour prendre vos questions. J'en profite pour vous poser encore une question sur aujourd'hui. Ça fait un peu plus de deux ans pour Alexandre, 1 an et demi pour Aliénor. Comment vous vous sentez aujourd'hui au Conseil d'État? Qu'est-ce que vous attendez encore des années qui vous restent? Comment vous vous projetez? Alors moi, je me sens clairement de plus en plus à l'aise parce que, comme je le disais, il y a quand même un coup d'entrée, surtout pour un profil non juriste qui en plus n'a pas de compétences en fiscale. Donc moi, j'ai vraiment eu un double coup d'entrée et je pense qu'il m'a fallu bien 1 an avant de me sentir vraiment plus à l'aise. Je sais que j'ai encore du chemin à parcourir avant de me sentir vraiment pleinement compétente. Donc voilà comment j'envisage la suite. Et ensuite, si on ne l'a pas abordé, mais le fait de pouvoir exercer des missions accessoires, donc quand je me sentirais vraiment plus sereine dans cette fonction, je pourrais envisager le fait de prendre peut-être une mission accessoire donc, qui sont proposées pour des membres du Conseil d'État. Alors, comme j'ai un an d'avance d'une certaine manière, je confirme en fait cette montée en puissance est d'autant plus là que vous avez 9 mois au contentieux seulement, puis double affectation. Donc, au bout de 9 mois, quand vous commencez à comprendre à peu près le contentieux, enfin, à vous y retrouver à peu près, hop, vous devez réapprendre à 50% de votre temps un nouveau métier et jongler entre les deux, ce qui se fait très bien au quotidien, mais il faut apprendre à gérer deux activités, je veux dire, concurrentes qu'il faut mener de front. Et en réalité, vous pouvez un peu piloter votre activité contentieuse et faire face du coup à l'activité plus cyclique en section administrative en fonction de l'arrivée d'un texte où parfois vous n'avez rien et puis après ça repart. Vous avez une activité assez cyclique en consultatif, une activité plus étale, contentieux en tout cas que vous pouvez piloter de la manière dont que vous souhaitez. Et du coup, au bout d'1 an et demi, 2 ans, vous arrivez à trouver votre équilibre dans tout ça et vous pouvez effectivement faire des missions accessoires. Pour vous donner une illustration me concernant, je suis rapporteur particulier auprès de la commission de codification pour la recodification des codes des douanes, une vaste entreprise de presque 2 ans de recodification d'un très très vieux code. Et je vais bientôt, par ailleurs, commencer une mission pour le CPO, pour le Conseil des prélèvements obligatoires, comme rapporteur, un des rapporteurs d'un grand rapport sur la réindustrialisation. Donc, pour vous donner le type d'activités qui peuvent se rajouter. Je crois qu'au bout de 2 ans, on est assez bien finalement au Conseil d'État. Et après, on est plus à l'aise dans la manière de traiter les dossiers, dans ce qui est attendu, et on a un vrai retour sur investissement. Il ne faut pas négliger, c'est que, par exemple, au contentieux, bah, vous avez parfois les mêmes choses qui reviennent. Vous avez les mêmes questions qui se posent dans des
configuration similaire. Et là où au départ, vous découvrez, chaque chose est nouvelle et chaque chose demande un fort apprentissage parce que vous n'avez jamais vu ça de votre vie, bah, au bout d'un certain temps, vous avez un vrai retour sur investissement et les choses sont plus simples. Et du coup, vous permettent d'aller plus loin. C'est pas que vous allez plus vite, forcément. Enfin, vous allez plus vite sur certaines choses. Du coup, vous pouvez aller plus loin sur d'autres. Et ça devient de plus en plus intéressant. Parce que le menu fretin, vous le faites assez vite. Et du coup, vous avez du temps pour vous consacrer aux choses intéressantes. Et ça, c'est très plaisant. Et je crois que la bascule se fait dans les 1 an et demi, 2 ans après l'arrivée au conseil. Et la phase qui suit est d'autant plus agréable. Je vois qu'il y a une question sur les conditions d'intégration. Alors oui, ça c'est une fois qu'on a été 4 ans maître des requêtes en service extraordinaire, il y a une voie d'intégration qui permet à certains d'entre eux d'intégrer le corps des membres du Conseil d'État. Alors actuellement, on en intègre, c'est entre 1 et 2 par an. Ces dernières années, c'était 2. Effectivement, un des critères, c'est, je crois, de mémoire 10 ans de service public effectif. Donc, ça inclut aussi le fait qu'on était contractuel. Volontariat international, je ne pense pas. Encore qu'il faudrait le vérifier. Mais c'est vraiment au stade de l'intégration que cette recevabilité s'évalue, au bout donc de 4 ans. Pas au stade des maîtres des requêtes en service extraordinaire. Pardon, excusez-moi, pour tous ceux qui n'ont pas pu lire, la question porte sur savoir s'il y a un âge à partir duquel le profil des candidats serait moins intéressant. La réponse que je vais vous faire est un peu nuancée. Ça dépend de ce que vous envisagez de faire par la suite. Si vous êtes vraiment dans une logique d'une étape professionnelle avant de retourner dans votre administration centrale, bah, peu importe votre âge, si vous avez un souhait certain d'être intégré, là, c'est vrai qu'au stade de l'intégration, on va s'assurer que vous puissiez, comme je le disais, dérouler votre carrière de manière intéressante au Conseil d'État et donc que vous puissiez être quelques années au moins conseiller d'État. Et la maîtrise, maître des requêtes, c'est pendant 12 ans avant de pouvoir passer conseiller d'État. Je dirais que c'est au moment de l'intégration qu'effectivement on va faire attention à l'âge. Mais il nous arrive vraiment de recruter. On se concentre principalement pour ne pas limiter les chances d'intégration sur des candidats qui sont plutôt dans la première partie de leur vie professionnelle, mais il nous arrive aussi régulièrement parce on a des besoins, parce qu'on a des profils vraiment experts qui nous sont présentés, de recruter des personnes qui sont plus âgées. Non. Pardon. La question, c'est 12 années de maîtrise des requêtes, inclut-elle les 4 années de maître des requêtes en service extraordinaire, le cas échéant? Non. En fait, une fois que vous êtes intégré en toute première année de maître des requêtes en service extraordinaire. Vous ne perdez évidemment pas en rémunération, mais par contre, vous avez bien 12 ans de maîtrise à effectuer. Alors, l'heure tourne, mais on a encore le temps pour une dernière question. Sinon, je vous renvoie vraiment au site internet du Conseil d'État où vous trouverez beaucoup de documentation, en particulier une brochure de présentation des fonctions de maître des requêtes en service extraordinaire, le détail de la procédure, des contacts utiles, dont moi, Yanor, Alexandre, qui sont aussi à votre disposition pour échanger. Et puis, donc, nous vous invitons à candidater avant le 27 février, conclu, minuit donc, pour ces fonctions de maître des requêtes en service extraordinaire. Peut-être je vois une dernière question, sauf si c'est pour dire merci. Voilà, très bien. Je vous remercie à toutes et tous d'avoir été présents et à bientôt.